Bien, bah, merci pour cette introduction. Donc, en effet, bonsoir à toutes et à tous, ici en présentiel et pour celles et ceux qui sont à distance. Donc, je suis Denis Mazuyer, professeur à l'École centrale de Lyon. Il a été cité dans l'introduction que je fais de la tribologie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom qui peut paraître un petit peu barbare, mais qui date néanmoins de 1967, c'est la science qui étudie les phénomènes de frottement, de contact et de lubrification. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pour moi un sujet de curiosité, donc qui n'est pas du tout dans le cadre de mon expertise scientifique, qui est la transition de l'ordre à désordre, de l'ordre au désordre, pardon. Alors la discipline scientifique de base à laquelle va se raccrocher mon discours aujourd'hui, c'est plutôt la physique, mais vous allez voir qu'on va traiter de sujets assez différents. Et l'objectif aujourd'hui, dans le titre, ça ne paraît pas forcément, mais c'est de vous montrer que entre l'écoulement de la matière, la propagation d'épidémies, même le réchauffement climatique, vous allez voir, en fait, il y a un passage, un point de bascule, un passage de l'ordre au désordre, et que la transition qui fait qu'on passe d'un système ou un état ordonné à un état désordonné, elle est décrite par une théorie qui fonctionne quel que soit le phénomène que l'on regarde. Donc que l'on regarde par exemple la fabrication d'un gel, que l'on regarde l'écoulement dans un milieu poreux, que l'on s'intéresse à comment se déforment des matériaux composites, à la montée du niveau des mers. Donc tout cela est régi par des lois mathématiques très simples qui n'ont absolument rien à voir avec la physique, mais qui traitent de phénomènes géométriques, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est l'universalité de cette loi. Et en effet, on parle de théorie, mais je vous présenterai pas d'équation et pas de théorie du tout. Alors, mon propos va démarrer en faisant une petite introduction sur la façon dont se manifestent l'ordre et le désordre dans la matière. Et puis ensuite, je vous amènerai tranquillement à essayer de voir comment on peut décrire ce phénomène de transition, ce passage d'une situation ordonnée à une situation désordonnée. Et donc c'est ce point-là qui m'intéresse et qui m'a intéressé de vous présenter dans le cadre de ces conférences du Chels. Alors si on s'intéresse à la matière, même si vous avez peu de connaissances en physique, vous avez entendu parler d'états solides, de gaz ou de liquide. Donc on peut prendre un exemple tout simple qui est celui de l'eau. Donc l'eau, on la trouve en abondance sur la planète. Donc à l'état solide comme ici, où vous avez des blocs de glace qui flottent à la surface de l'eau. L'eau a cette particularité que la densité de l'eau à l'état solide est plus petite que la densité de l'eau à l'état liquide. Et donc l'eau forme ici un solide. Les molécules d'eau s'assemblent de manière organisée, ordonnée, bougent assez peu, elles sont assez peu mobiles. Et donc, de ce fait, elles vont occuper un volume propre et avoir une forme propre qui va dépendre de la façon dont tout cela a été fabriqué. Donc ici, c'est l'environnement, c'est la météorologie, les températures qui vont fabriquer l'iceberg. Et puis ensuite, si vous chauffez un petit peu l'eau, vous savez tous que l'eau commence à fondre dès qu'on dépasse la température de 0 degré. Alors si on se place à l'échelle de la molécule, c'est vraiment pas grand-chose, cette transition entre l'état solide et l'état liquide. C'est simplement les molécules d'eau qui s'écartent un tout petit peu, à peu près 5% de la distance qu'elles avaient entre elles à l'état solide. Alors là, on change complètement. Hein, le liquide coule, vous ne pouvez pas le prendre dans vos mains, contrairement au solide. Et de ce fait, il n'a pas de forme propre. En revanche, quand vous le mettez dans un récipient, il va occuper l'ensemble du récipient ou une partie du récipient. Et puis ensuite, si vous continuez à chauffer un peu, pour l'eau, faut aller jusqu'à 100 degrés, vous allez avoir l'état gazeux. Donc l'état gazeux, c'est quand les molécules sont très très loin les unes des autres, et donc elles n'interagissent plus véritablement entre elles. Et ça donne la vapeur d'eau que vous connaissez quand vous faites bouillir de l'eau. Et d'ailleurs, le gaz ou la vapeur, vous pouvez la faire recondenser en mettant une paroi froide au-dessus de votre casserole. Voilà. Donc ça, c'est une manière déjà de présenter la façon dont on a des manifestations de l'organisation des molécules ou de la non-organisation des molécules quand on manipule ces objets, cette matière comme l'eau.
Alors cette transition, par exemple, lors du passage de l'état solide à l'état liquide, elle peut se quantifier. Alors elle se quantifie au travers d'un paramètre qu'on appelle en physique la masse volumique, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de densité. Et donc voici comment évolue la densité de l'eau en fonction de la température, quand on va petit à petit augmenter la température. Ici c'est le niveau de référence, hein, la densité de l'eau à l'état solide. Et puis brutalement, à 0 degré, quand la glace va commencer à fondre, eh bien, cette densité, cette masse volumique augmente d'un coup. Et puis ensuite, elle va évoluer en fonction du type de matériau avec la température. Alors on va retenir ce paramètre, cette masse volumique, qui quantifie finalement ce passage de molécules d'eau dans un état organisé ordonné à des molécules d'eau dans un état désorganisé, comme un paramètre d'ordre. Et en fonction du phénomène physique que l'on va regarder, eh bien, ce paramètre d'ordre changera de nature. Alors on appelle ça, cette transition brutale que vous avez ici, une transition du premier ordre. C'est juste pour décrire le phénomène. Il existe d'autres types de transitions, on va les voir dans la suite. Alors, à l'intérieur même d'un solide, je vous ai expliqué quelque chose il y a 2 minutes au travers du premier slide, du premier transparent. On explique que dans l'état solide, les molécules ou les atomes sont bien organisés. Eh bien, on va voir que ce n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire que l'état solide ne s'associe pas toujours à une belle organisation des atomes et des molécules. Alors ici, on va prendre un exemple très simple, le quartz et le verre. Ils sont tous les deux constitués des mêmes atomes, du silicium et de l'oxygène, mais n'ont pas du tout la même structure. C'est-à-dire que si on va regarder les atomes de silicium et d'oxygène, ils ne sont pas du tout organisés de la même façon dans du quartz ou dans du verre. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on va extraire un cristal de quartz, on voit des facettes très régulières, ici, sur le quartz, qui correspondent en fait à la façon dont les atomes de silicium et d'oxygène sont organisés. Donc là encore, on voit une manifestation à l'échelle du cristal de quartz de ce qui se passe à une échelle toute petite, l'échelle atomique. Puis vous voyez ici que quand vous brisez du verre, il n'y a pas du tout de facettage, hein. On a quelque chose de très irrégulier. C'est aussi lié à la façon dont les atomes de silicium et d'oxygène sont organisés. Alors la différence entre ces deux matériaux, là encore, c'est la façon dont on va les fabriquer. Alors ici, au lieu de mettre la masse volumique, on prend l'inverse de la masse volumique, c'est pas très très grave. Surtout, on va essayer, par exemple, quand on fabrique du verre, on passe par l'état liquide, donc on le fond, et puis ensuite, on va le mettre en forme, et puis il va se refroidir. Alors si vous travaillez avec du quartz, en général, on utilise un refroidissement lent, on peut le faire refroidir à la température ambiante, par exemple, doucement. Et là, vous voyez qu'on va retrouver à nouveau une transition brutale entre l'état liquide et l'état de cristal que vous avez ici, hein, toujours marqué. Alors ici, on aurait la température de solidification si on va des hautes températures vers les basses, ou la température de fusion si on va des basses vers les hautes. Donc ça, c'est la façon dont va se fabriquer ce cristal de quartz, ou ce cristal de verre, si vous voulez. Alors si vous prenez maintenant un verre classique qu'on fabrique dans l'industrie, eh bien là, au contraire, ce qui se passe, c'est qu'on va refroidir très très vite le matériau à l'état liquide. Et là, vous voyez que quand on regarde la décroissance, pour faire simple, l'inverse de la masse volumique, eh bien, on a non plus cette rupture brutale, à un point particulier, la température de fusion, mais on voit que l'état liquide va continuer à exister, même en dessous de la température de fusion théorique du verre. Et puis là, vous voyez qu'il y a une transition qui est marquée par la rupture de pente entre ces deux lignes. Alors cet état où on est encore liquide et pas encore solide, ça s'appelle l'état de liquide surfondu, parce que vous voyez qu'on est à une température plus basse que la température de fusion, où théoriquement on ne devrait pas avoir cet état liquide. Et donc dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que le verre est devenu, en refroidissant très très vite, ce qu'on appelle un liquide figé, c'est-à-dire que comme on est refroidi extrêmement vite, les atomes, ils n'ont pas compris qu'ils étaient refroidis, et donc ils sont restés à leur place au moment du refroidissement. Ils ne bougent plus. Et ensuite, si vous analysez la structure ou l'organisation des atomes, vous voyez ici en rouge les atomes de silicium, en bleu les atomes d'oxygène, et vous voyez qu'ils sont parfaitement organisés
selon des tétraèdres, et vous retrouvez les facettages de ces tétraèdres sur la surface du cristal de quartz. Et puis là, ici, vous avez les atomes de silicium, vous voyez, qui sont complètement désorganisés. Et vous pouvez prendre ici l'atome d'oxygène et l'atome de silicium. Vous voyez que vous ne pouvez pas construire une organisation identique à toutes les distances. Voilà. Et donc, ce qui a changé entre les deux, c'est simplement l'état d'organisation, d'ordre des atomes qui vont constituer la silice amorphe, plus connue sous le nom de verre, et le cristal de quartz. Donc, vous voyez, ils sont constitués des mêmes éléments, mais ils n'ont pas du tout la même organisation, et ça change totalement leurs propriétés. Alors, on peut aussi avoir la même chose dans les liquides. Pareil, le premier slide que je vous ai présenté, excusez-moi, des fois je parle transparent, parce que je suis de l'ancienne époque où j'ai écrit des transparents à la main, donc on a encore le réflexe. Le premier slide que je vous ai présenté vous disait, à l'état liquide, les molécules, elles sont complètement désorganisées. Et pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'état solide, vous avez des situations où les molécules d'un liquide, elles peuvent être organisées, avoir un certain ordre, et ça se passe dans quelque chose qu'on connaît bien, qui sont les cristaux liquides, qui sont des matériaux qui entrent dans la composition de la plupart des écrans que l'on utilise. Et donc, pareil, ces liquides, ce qu'on appelle les cristaux liquides, d'ailleurs, vous voyez que le nom est un petit peu ambigu, d'un côté cristal qui fait plutôt penser à solide, de l'autre côté liquide, cristal liquide. Et ils ont un point de fusion, donc ils ont un état solide, donc un point de fusion. Et puis vous voyez qu'à l'état liquide, ils ont cet aspect opalescent, trouble. Et donc si on continue à chauffer un petit peu ce cristal liquide, on s'aperçoit que petit à petit, l'état opalescent disparaît pour arriver à un liquide qui est totalement transparent. Et bien là encore, ce changement, cette fois-ci de propriété optique, traduit tout simplement un changement d'organisation des molécules de cristal liquide en fonction de la température. Donc quand on est typiquement ici, eh bien, les molécules de cristal liquide s'alignent dans une certaine direction. C'est ce qui explique le fait que le liquide paraisse opalescent et blanchâtre. Et puis quand on va chauffer le liquide, eh bien, à cause de la température, les molécules s'agitent. Quand on chauffe les molécules beaucoup, elles s'agitent, elles finissent par s'agiter. Et comme elles s'agitent un peu elles-mêmes, elles n'interagissent plus avec leurs voisines, et donc elles restent dans cet état désordonné. Et là, cette fois-ci, la lumière peut passer dans toutes les directions, et ce qui explique le fait que le cristal liquide soit devenu totalement transparent. Là encore, on est en train de montrer qu'un liquide qui est, en principe, on apprend ça à l'école quand on fait de la physique au départ sur la matière, c'est de la désorganisation de la matière. Là, on est en train de montrer que dans un liquide, on peut avoir des molécules qui sont organisées. Et ce qui est remarquable, surtout, c'est que vous voyez cette manifestation du changement d'organisation directement sur une propriété, là, directement, les propriétés optiques. On voit que ça n'a pas du tout la même couleur. Et encore une fois, cette couleur ici marque réellement un changement d'organisation. C'est ce qui est remarquable, c'est que ces phénomènes qui se passent à l'échelle d'une molécule se voient à une échelle 1 milliard ou 10 milliards de fois plus grande. Et puis, on a des matériaux un petit peu plus subtils, comme les sables, ou d'une manière générale, les milieux granulaires. Alors, vous pouvez observer ça, par exemple, ici, c'est un lit de billes qu'on met sous forme d'un talus. Et à la surface du cône de billes, eh bien, vous avez un glissement des particules de billes. Et c'est bien connu, quand vous faites un tas de sable, il y a un angle bien précis qui fait que le tas de sable est stable. Si vous augmentez un peu cet angle, les grains de sable vont s'écouler de façon à toujours avoir à peu près le même angle. On peut faire la même chose ici avec des billes de verre. Et donc, vous voyez que quand on observe l'écoulement ou le mouvement des grains à la surface du talus, on distingue 3 zones. À l'intérieur du talus, vous voyez que les billes ne bougent pas. Juste à la surface du talus, ici, vous voyez que les billes commencent à se déplacer, mais on voit qu'elles restent à peu près en contact avec les unes avec les autres, mais se déplacent et roulent les unes sur les autres.
Et puis là, vous voyez que vous avez des billes qui commencent à s'éjecter de la surface du talus. Et tout cela s'assimile finalement à un changement de phase du matériau. Donc ici, on retrouve bien un solide. Si on fait l'analogie avec des molécules, les particules, c'est l'équivalent de molécules ou d'atomes. Donc elles sont bien associées entre elles. Ça forme un solide bien compact. Et puis ici, on voit que le mouvement des billes les unes sur les autres commence à les séparer les unes les autres. Et ça, c'est intéressant comme exemple, parce que ça vous montre finalement qu'en termes d'organisation et d'interaction entre des molécules ou des grains à l'état liquide et des molécules ou des grains à l'état solide, il n'y a pas beaucoup de différence. Voyez, il y a quand même une cohésion, elle se touche un petit peu, mais elle se touche un petit peu moins qu'en dessous. Et puis par-dessus, là, on a l'état gazeux. Donc vous voyez que dans un simple tas de sable où on observe, nous, parfois l'écoulement des grains de sable à la surface du talus, eh bien, en fait, on a ces trois états de la matière qui se distinguent. Un état ordonné, un état qui commence à se désorganiser, et puis un état ici qui est complètement désorganisé. Et on applique ça à des grains de sable ou à des particules de verre. Et donc, on peut physiquement montrer qu'il y a un paramètre qui régit tout ça, mais je ne rentrerai pas dans le détail de ce paramètre. C'est essentiellement lié à la pression qui s'exerce sur le tas de sable, la masse volumique des grains, leur taille, et puis l'épaisseur qui glisse. Alors vous observez ce phénomène classiquement sur les dunes. Donc vous voyez ici des dunes de sable dans le désert avec le vent qui va faire partir les grains de sable à la surface, et on voit bien ces espèces de volutes qui ressemblent tout à fait à ce qu'on aurait avec un gaz ou de la vapeur d'eau qui est en train de se former. Alors, pour vous persuader, si vous ne l'êtes pas encore tout à fait persuadé, ici, c'est des expériences qui sont issues de simulations numériques où on va montrer un ensemble de grains, vous voyez, qui sont dans une boîte, et la boîte a une épaisseur qui peut varier. En revanche, on appuie sur ces grains avec toujours la même force, la même pression. Et quand on passe de cette boîte-là à cette boîte-là, on augmente la vitesse à laquelle on fait déplacer les grains les uns par-dessus, les uns par rapport aux autres. Alors qu'est-ce qu'on voit quand les grains ne se déplacent pas beaucoup? Eh bien ici, on trace les chaînes de contact, donc on revient à ma discipline de prédilection qui est la tribologie. On trace les chaînes de contact, donc les billes ou les grains qui sont liés entre eux. Donc vous voyez qu'il y a des tas de chaînes de liens entre les différents éléments. Et donc on voit qu'il y a quand même une densité assez forte de ces chaînes de contact, donc qui montrent que les grains ici ont une certaine cohésion et forment quelque chose qui est solide. Et puis quand on augmente la vitesse, alors vous voyez déjà qu'il y a une variation de la hauteur. Donc on augmente la vitesse, la boîte est obligée d'augmenter de taille pour qu'on puisse maintenir la pression constante. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup moins de lignes de contact qui lient les particules élémentaires les unes par rapport aux autres. Donc on voit que la matière, vous voyez, elle a envie les grains, ils ont envie de se détacher les uns par rapport aux autres. On commence, entre guillemets, à liquéfier le milieu granulaire. Et puis là, on va encore plus vite. Et là, vous voyez que l'épaisseur augmente. Alors on va voir pourquoi l'épaisseur augmente. Et que, de nouveau, il y a encore de moins en moins, il y a très peu d'objets qui sont directement en contact les uns avec les autres. Alors en effet, on comprend pourquoi l'épaisseur de la boîte augmente, parce que si vous avez des grains qui sont comme ça, si le grain il veut se déplacer, il va être obligé de rouler par-dessus celui qui est en dessous. Et donc ça induit, quand vous avez comme ça une multiplication de grains qui roulent les uns par-dessus les autres, ça induit une augmentation d'épaisseur. Alors c'est un phénomène qui est relié à quelque chose que vous connaissez sûrement. Vous avez déjà dû marcher sur la plage quand la mer vient de se retirer. Donc vous avez un sable qui est très très imbibé d'eau. Et quand vous appuyez sur le sable, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement le même phénomène que l'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec la pression, vous obligez les grains à se déplacer les uns par-dessus les autres, à rouler les uns par-dessus les autres. Et comme en augmentant, quand on fait ça, on augmente la quantité d'espace qu'il y a entre les grains, et du coup, l'eau coule dans cet espace. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que le sable s'assèche. Puis quand vous allez enlever votre pied, comme c'est le cas à côté, l'eau va remonter, parce que les grains vont retrouver leur position initiale. Donc c'est un phénomène
qui est exactement relié à ce que je viens de vous montrer précédemment. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, justement, c'est cette transition entre ordre et désordre. Et là, je vous cite une citation d'un physicien qui s'appelle Monsieur Wilson, qui a dû être prix Nobel au début des années 70, je crois, et donc qui distingue en fait dans la matière 3 états, donc non plus les états liquides, les états solides ou les états gazeux, mais l'état ordonné, dont on a vu un exemple tout à l'heure avec le cristal de quartz ou la glace, un état désordonné, dans lequel vous allez retrouver d'ailleurs ce qu'on appelle souvent les fluides. Un fluide, peut être un liquide ou un gaz. Quand vous faites de la mécanique des fluides, vous pouvez travailler sur l'écoulement de l'eau dans une conduite, ou vous pouvez travailler sur la portance aérodynamique pour fabriquer un avion. Et puis, un état critique qui correspond justement à cet état où la matière change d'organisation, où on passe de cet état ordonné à cet état désordonné, ou inversement, d'un état désordonné à un état ordonné. Alors, ce qu'on voit et ce qu'on dit en général, c'est que les états ordonnés ou désordonnés sont des états assez stables de la matière ou des systèmes physiques qu'on décrira tout à l'heure, comme par exemple les phénomènes de propagation d'épidémies. Et ce qui est instable, c'est justement cette transition. Alors parfois vous entendez parler de point de bascule quand on parle de problèmes de réchauffement climatique. Il y a en effet des points de bascule, et donc c'est tout le problème de la prédiction et de l'anticipation, c'est que dans ces choses-là, dos au mur, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le moment où ça bascule, c'est foutu. On ne peut plus rien faire. On a beau être des êtres humains, ça ne marche pas. Et donc, c'est cette transition-là. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est un état typiquement instable. Alors, instable, ça veut dire quoi? Prenez une sphère, mettez une autre bille par-dessus. Donc, si vous la posez comme ça, elle va rester en équilibre. Si vous la lâchez, elle va partir d'un côté ou d'un autre. C'est instable. Et donc, cette transition-là, c'est quelque chose qui est très fugace, qui peut se produire très rapidement dans le temps, et qui est dramatiquement instable dans certaines situations. Et donc c'est cette transition-là, cet état critique, qui va maintenant nous intéresser pour la suite de la conférence. Alors je vais commencer par un exemple ici. Vous voyez, ici vous avez un gros aimant, ici vous avez une vis en acier, puis en dessous vous avez un bec Bunsen, et puis maintenant on va regarder ce qui se passe. Alors, on n'a pas besoin du son, mais si on peut l'enlever. Vous voyez, on chauffe la vis en fer. Ça s'est arrêté? Non? Oui, ça marche plus. Voilà, ok. Toc. Alors, vous voyez, la vis se détache de l'aimant. Là, elle refroidit. Et de nouveau, elle vient coller sur l'aimant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé justement une transition un petit peu particulière qu'on appelle la transition paramagnétique ferromagnétique. Donc ici, vous avez une vis en fer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tous que quand vous approchez une bille, un matériau en fer contre un aimant, elle va se coller, parce que le fer a ce qu'on appelle une magnétisation, une aimantation permanente. Et là, vous voyez qu'en chauffant, cette aimantation disparaît, en tout cas diminue, et ne permet plus à la vis de coller sur l'aimant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on chauffe? Alors, au départ, quand vous allez chauffer voilà ce qui se passe sur un matériau qui est au-dessus de cette température où on a chauffé fortement. Eh bien, les atomes, alors on ne va pas parler d'atomes, mais dans le fer, vous pouvez considérer qu'il est constitué de plein de petits aimants. Et donc, quand vous mettez le champ magnétique ici, eh bien, ces petits aimants sont alignés dans le sens du champ magnétique. Et puis, quand on chauffe trop, eh bien, les petits aimants se mettent à s'agiter les uns par rapport aux autres et ne sont plus orientés par le champ magnétique. Du coup, il n'y a plus d'aimantation. Et du coup, la vis en fer se détache de la paroi derrière laquelle il y a l'aimant. Alors, en fait, on ne perd pas complètement l'aimantation, mais en tout cas, elle est
trop faible pour permettre à la vis en fer de venir coller sur l'aimant. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la température. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on va réduire la température? Eh bien, quand on réduit la température, les petits aimants, c'est comme les petites aiguilles de boussole, hein, c'est pareil. D'ailleurs, c'est des aiguilles de boussole qui sont représentées ici. Ces petits aimants ne sont plus agités par la température et se mettent à être soumis à l'orientation liée à une orientation qui est liée au champ magnétique. Et là, pof, ils vont recoller sur l'aimant. Et donc cette transition-là, c'est ce qu'on appelle une transition paramagnétique, ferromagnétique. Paramagnétique, ça veut dire pas aimanté ou pas suffisamment aimanté. Et ferromagnétique, ça veut dire que c'est aimanté de manière permanente. Alors pour le faire, cette température de transition entre ça colle ou ça colle pas, c'est 770 degrés. Donc quand on a allumé le bec Bunsen en dessous, on a chauffé la vis de fer jusqu'à 770 degrés, et là elle a perdu sa magnétisation, ou sa magnétisation a beaucoup diminué, elle s'est décollée de l'aimant. Alors je suis désolé pour les petits défauts, c'est que je travaille sur un Mac, j'ai préparé ma présentation sur Mac, et là je l'ai transféré sous un autre logiciel, qui fait que ça bug un peu, et vous allez voir sur les vidéos, je vais être obligé de bricoler un petit peu, mais bon, on va s'arranger de tout ça. Et donc voilà comment ça se mesure, en fait. On peut mesurer l'aimantation en fonction de la température. Donc quand vous êtes à température très élevée, c'est ce que vous expliquez. Vous imaginez que vous avez des tas de petites aiguilles de boussole à l'intérieur de votre matériau fer. La température les agite dans tous les coins. Donc elles sont tellement agitées qu'elles ne font pas attention à l'extérieur, pas du tout orientées par le champ magnétique. Et puis à un moment donné, quand vous allez passer en dessous de cette température critique, eh bien là, elles cessent de s'agiter, elles commencent à être sensibles à leur environnement, elles commencent à s'orienter sous le champ magnétique, et c'est là qu'elles vont être attirées par un aimant. Enfin, ou que le matériau va être attiré par un aimant. Donc ça, c'est typiquement une transition, et encore une fois, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est finalement comment la grandeur que vous avez là, qui est l'aimantation, va bouger au voisinage de ce point. Alors pour faire le lien avec la toute première diapositive, je vous avais expliqué que la masse volumique, si vous voulez la densité, en fonction de la température, était un paramètre qui caractérisait l'état plus ou moins organisé de la matière. Un paramètre d'ordre, et bien pour cette transition-là, le paramètre d'ordre, vous voyez, c'est cette grandeur-là, c'est l'aimantation. Voilà, c'est ce qu'on appelle en physique le moment magnétique. C'est ce qui va caractériser le fait que votre matériau est aimanté ou non. Alors quelque chose de peut-être plus facile à aborder, la cuisine. Donc vous avez ici un portrait d'un cuisinier qui a été assez renommé pendant un temps et dont on parle beaucoup moins. C'est Ferran Adrià, qui avait un restaurant qui s'appelait El Bulli à Barcelone, qui était considéré comme un des meilleurs restaurants du monde pendant plusieurs années, et qui a beaucoup travaillé autour de ce que l'on appelle la cuisine moléculaire. Et donc, vous avez un exemple ici d'un plat qu'il préparait, qui sont des olives liquides. Alors, on va voir comment ce type de plat ou de texture se fait. Et là encore, vous allez retrouver une transition entre un état qui va être gélatineux et un état qui va être liquide et qui va vous donner cette sensation en bouche un peu explosive et à la fois gustative. Alors, comment ça marche? Alors, c'est là que ça coince. Vous voyez, c'est les joies du direct. Alors, je vais passer directement parce qu'on n'a pas besoin du prof. C'est des vidéos que j'ai extraites de YouTube. Excusez-moi. Donc là, je suis désolé, c'est de l'impro totale. Alors, j'ai évidemment pas repéré les temps. Voilà, on va s'arrêter là. Whose charge is counterbalanced by the sodium ions. 0.5 grams in 100 ml of water is ideal for this experiment. Excusez-moi. Donc, je reviens juste un peu en arrière. Alors, je vais laisser la souris comme ça. Donc ici, comment ça se prépare? Ça se prépare avec cette molécule-là. Qui est, alors pas tout, tous les gels se préparent pas comme ça, mais c'est un exemple pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc cette molécule-là, c'est ce qu'on appelle un alginate de sodium, c'est un extrait d'algue. Donc vous pouvez extraire ça de l'algue, vous en faites un extrait sec, et ensuite vous allez le diluer dans de l'eau.
Alors, on va passer à la suite pour vous montrer comment ça fonctionne. Potassium chloride dissolved in 100 milliliters of water. Voilà, excusez-moi. Hein. Ah, j'ai loupé un truc. Un peu paumé. Voilà. Alors, voilà comment ça se prépare. Just look for basic spherification. It can be a pain in the neck to dissolve Voilà. with a stir. Donc ici, on le colore, on met un petit colorant dans cette solution d'alginate de sodium et on le dissout dans de l'eau, hein, de l'eau déminéralisée. Donc, ce qui est important, le colorant n'a pas de fonction, mais c'est juste pour vous montrer ensuite comment on va créer ces petites billes de gel. Voilà. Donc, vous voyez, on mixe. Et puis, si tout se passe bien, voilà. Alors, hop, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, donc là, on va prendre cette solution. Et là, c'est la magie. Vous voyez qu'on prend cette solution colorée que je vous ai montrée tout à l'heure, d'extrait d'algues dissous dans de l'eau, et là, on met dans une solution, pas n'importe laquelle. Ici, en l'occurrence, c'est une solution qui contient du calcium, un sel de calcium. On pourrait faire ça avec du lait, par exemple, ça marcherait, parce que dans le lait, vous avez du calcium. Voilà. Et ensuite, je continue. Ah, c'est un peu compliqué. Ah. Possible to just get... Désolé, hein, je suis vraiment désolé pour les petits bugs, mais je ne peux pas... Voilà. Donc après, ici, vous avez une autre fiole avec une pipette un petit peu plus grande qui vous permet de, si ça veut marcher, using a measuring spoon to tip in larger quantities, larger balls of fluid can be made. Voilà. Assuming you've taken... Donc si je passe à la suite... PVA slime, whether it's polyvinyl acetate or polyvinyl alcohol. Voilà, on va y arriver. Désolé, hein, c'est les aléas du direct. Hein. Voilà, donc au départ, vous avez cet extrait d'algues. Alors, c'est de la chimie, c'est des molécules. Ce qui est surtout important, c'est de regarder le sodium qui est là. Et vous voyez que dans cette chaîne d'alginate, vous avez aussi des ions qui sont négatifs et des ions qui sont positifs. Hein. Donc, vous savez qu'en électricité, le plus et le moins s'attirent, ce qui est un peu contradictoire avec le proverbe qui dit que tout se ressemble, s'assemble. Au contraire, c'est les contraires qui s'assemblent. Hein. Et quand vous allez mettre ça dans cette solution bleue, dans la solution blanche qui est une solution de calcium, ben vous avez du calcium ici. Le calcium, il a des ions qui sont un petit peu différents. Vous voyez, au lieu d'avoir un seul plus, vous avez deux plus. Et ces deux plus, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire? Ben, ils vont permettre de lier ce moins-là et ce moins-là. Donc le calcium, il va éjecter l'ion Na+, et il va lier des chaînes de molécules entre elles. Et c'est ce qui explique que vous avez formé ces petites billes ici. Ces petites billes, c'est un solide très très mou, mais dans lequel, au lieu d'avoir des chaînes qui sont séparées les unes des autres, des molécules qui sont séparées les unes des autres, eh bien les molécules sont attachées les unes aux autres par l'intermédiaire de cet ion calcium. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça vous permet de faire ce qu'on appelle une gélification. Donc les ions calcium, ils vont migrer de leur solution vers l'intérieur de la bille et la gélification va se produire tant que le calcium pourra migrer et diffuser jusqu'à avoir quelque chose qui va être complètement solide. Donc on vient faire une gélification, une espèce de solidification, si vous voulez, de l'extérieur vers l'intérieur. Et au niveau moléculaire, encore une fois, eh bien, vous partez d'un ensemble de chaînes de polymères, d'alginate, de cet extrait d'algues qui sont complètement libres de bouger les unes par rapport aux autres. Vous ajoutez le calcium, et là, vous voyez, vous faites des nœuds entre elles. Alors, c'est un petit peu exagéré, mais c'est pour bien vous montrer ce qui se passe. Et ce qui fait les nœuds, c'est ça. Alors, je ne sais pas si je vais continuer dans les vidéos, mais ce que je vais vous montrer, c'est que cette action-là, elle est réversible.
peu compliqué, hein. Quickly, it's possible to... Voilà. Alors, je maintiens, hein, ici. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre ces petites billes-là, et puis on va arrêter la réaction. C'est-à-dire que dès que ça commence à gélifier, on va les récupérer, et puis vous allez voir ce qui va se passer ensuite. It's possible to just get the outer layer to solidify. Voilà. On les sort. So this presents an opportunity to get students to predict what might happen if you were to take a newly produced sphere and leave it in a saturated salt solution. Voilà. Et là, on la met Over the dans course of a une... few minutes, with some gentle stirring to assist the process, the sphere in the... Comment? Ah oui, d'accord, ok. PVA slime, whether it's polyvinyl... Ah, voilà, merci. Donc, je reviens en arrière, ça va être plus facile. Ça doit être par là, non? Alors, ce que je vais vous montrer ici, ou ce que montre l'expérience surtout, c'est que la réaction qui conduit à la formation de ce gel, voilà, on va y arriver. Donc, on perd un peu de temps, mais bon, je ne peux pas faire mieux. Non, c'est pas ça, décidément. Pas facile de se repérer, hein. Voilà, on y arrive. Désolé, hein. Voilà. Donc on a ce gel qui est formé au départ, on le sort avant qu'il ne soit trop gélifié, et là on le remet dans une solution salée. Hein. On mélange. Et là, vous allez retrouver votre solution initiale. Voilà, donc ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez formé votre gel ici, avec les ions calcium, si vous remettez tout ça dans du sodium, ben le sodium va remplacer les ions calcium et va séparer les chaînes entre elles, et vous allez retrouver votre solution initiale. Alors, si on s'intéresse à la cuisine, ben, on peut faire la même chose, mais de manière un tout petit peu différente. Voilà. Alors, bien sûr, excusez-moi. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une solution, cette fois-ci, dans laquelle on a des ions calcium, une solution avec calcium avec le produit gustatif que vous voulez mettre, par exemple du lait avec autre chose. Et puis là, vous le mettez dans la solution de cette fameuse alginate de calcium, qui est l'extrait d'algue, puis ensuite vous rincez. Voilà. Et donc ça vous donne une petite bille. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe le phénomène inverse, c'est-à-dire que vous avez plongé une solution contenant du calcium dans une solution qui contient du sodium, le fameux extrait d'algue. Et là, cette fois-ci, vous gardez un cœur liquide, et le gel va se faire dans le sens de la diffusion des ions calcium, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Alors ça, du point de vue gustatif, c'est ça qui est intéressant, parce que vous voyez que vous allez encapsuler à l'intérieur ce qui a du goût, hein. Alors la coquille, elle peut aussi avoir du goût. Et donc ensuite, qu'est-ce que va faire la bouche? La bouche, ce n'est jamais qu'un four et un malaxeur, hein. Donc ça va casser tout ça, et vous allez avoir ensuite, compte tenu de la viscosité du gel et de la viscosité du liquide, vous allez titiller vos papilles gustatives du palais et de la langue différemment, et c'est comme ça que vous allez sentir les différents goûts. Donc les cuisiniers, ils jouent là-dessus, hein, sur cette texture de gel, de liquide, et de viscosité du gel et de viscosité du liquide, de façon à ce que quand vous mâchez, ça titille plutôt les papilles sensibles à la mer, au sucré, au doux, etc. Donc c'est tout un art, la cuisine. Alors qu'est-ce qui se passe pour revenir à notre problème? Là, désolé de nouveau, hein, j'ai des axes qui sont pas tout à fait dans le bon sens. Donc en bleu, on va mesurer la viscosité de notre produit, et en orange, on va mesurer ce qu'on appelle l'élasticité. Alors l'élasticité, c'est simple, vous prenez, je sais pas, j'ai pas de truc élastique ici, enfin, ça par exemple, hein. Voilà, vous prenez ça, je tire dessus, c'est élastique, vous voyez, ça se déforme facilement. Alors c'est très souple, j'ai aucune difficulté à le déformer. Alors si on regarde les propriétés de ces matériaux qu'on est en train de gélifier, donc avant que le liquide soit gélifié, donc quand par exemple on est ici dans la zone bleue, eh bien la viscosité
est assez basse, et puis l'élasticité est assez basse aussi. Et puis d'un coup, au moment où ça gélifie, au point de gélification, vous voyez que la viscosité augmente d'un coup, donc c'est la viscosité du blanc, et puis l'élasticité du blanc augmente également d'un coup. Donc en même temps, on voit qu'au travers de ces deux propriétés, la viscosité, ça traduit comment le liquide coule, et puis l'élasticité, comment le solide se déforme, eh bien, on voit qu'il y a une consolidation du matériau. Et encore une fois, ce moment où on passe de quelque chose de liquide qui n'a pas de consistance à quelque chose qui commence à être consistant, ça se produit à un instant extrêmement précis. Et cet instant-là marque, encore une fois, la transition entre quelque chose qui est plutôt liquide, désordonné, et quelque chose qui est plutôt solide, où vous avez des chaînes qui commencent à s'organiser, à se lier entre elles. Dernier type de phénomène également intéressant, un matériau qui est très très couramment utilisé dans la fabrication de nombreux caoutchoucs, qui est l'EVA. Alors l'EVA, c'est un arbre qui a une sève qui contient du latex. Alors le latex, c'est connu sous le nom de polyisoprène. Alors le polyisoprène, c'est donc un polymère naturel. Et dans la sève de l'EVA, il est en solution dans l'eau. Alors théoriquement, là, vous voyez, ça ne peut pas se mélanger à l'eau, ce type de molécules. Alors pourquoi ça se mélange à l'eau? Eh bien parce que les chaînes de latex, elles sont entourées d'une membrane, qui est une protéine dite phospholipidique, qui permet de faire le lien entre la partie ici qui n'aime pas l'eau et puis le solvant dans lequel est le polyisoprène, c'est-à-dire l'eau. Alors vous voyez que ces coquilles, ça ressemble un peu au gel que je vous présentais tout à l'heure, mais ce n'est pas les mêmes épaisseurs. Cette chaîne de caoutchouc, si vous voulez, là, entourée d'ions négatifs, eh bien, elle va interagir par des répulsions électrostatiques à distance, et ce qui fait que vous allez les maintenir éloignées les unes des autres. Et c'est ce qui fait que la sève de latex, elle est liquide. Voilà, tout simplement, parce que les sphères ne se touchent pas, et donc elles n'interagissent pas. Alors, comment expliquer la solidification, la coagulation du latex qui va vous donner du caoutchouc? Alors, ça ne se produit pas tout de suite. Ça se produit au bout d'un certain temps. Quand vous laissez le liquide reposer à l'air, il va se charger en bactéries. Ces bactéries vont produire de l'acide lactique qui va venir neutraliser, au sens propre et électrostatique du terme, les membranes phospholipidiques dans lesquelles vous avez votre caoutchouc. Donc plus et moins ça s'attire, ça fait plus de force électrostatique entre les deux objets, et donc les deux objets, ils vont pouvoir coalescer entre eux, et cette fois-ci, les chaînes de polymères vont s'associer les unes aux autres, et c'est comme ça que vous allez créer un caoutchouc qui va être extrêmement mou, en fait, que vous ne pourrez pas utiliser pour faire un pneu. Derrière, il faudra faire un procédé industriel qui s'appelle la vulcanisation, qui va vous permettre de passer du latex que vous avez ici à un caoutchouc qui va être déjà lui aussi très très mou. Si vous voulez faire un pneu, il faut rajouter des renforts dedans, des particules de verre ou des particules de carbone. Donc vous voyez que tous ces phénomènes, qu'ils soient la transition entre un matériau qui a une aimantation permanente et qui n'en a plus, la transition entre un liquide qui devient un gel, donc un solide très mou, eh bien, se produit pour des temps ou des températures ou des pressions extrêmement précises et vraiment caractéristiques du phénomène. Et à chaque fois, ces points critiques sont liés au fait qu'en dessous de ce point critique, eh bien, les objets qu'on considère, que ce soit les petites aiguilles de boussole qu'on a dans un matériau ferreux, que ce soit les molécules d'alginate qu'on a vues ou les molécules de latex, quand on est en dessous de ce point critique, ces objets interagissent très peu et ne sont pas connectés entre eux. Et puis, quand on passe ce point critique, ils se mettent à interagir entre eux, à sentir la présence de leurs voisins, et ça modifie complètement les propriétés des matériaux qu'on est en train de regarder. Et donc, pour faire comprendre cet aspect connexion, je vais vous présenter là encore une petite vidéo. Alors, ça va être plus facile ici, parce qu'on peut aller directement quasiment du début à la fin. Alors ici, ça va être simple, c'est une expérience qui est faite sur des petits disques en verre,
et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, voilà. On va accélérer un peu. On se fout pas mal du générique. Ça marche plus. Voilà. Alors, on est en train de placer ici un petit dispositif optique. Et vous voyez que l'opérateur ici tient dans sa main un petit disque. Le disque est du plexiglas. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Donc il appuie dessus. Et vous voyez qu'en appuyant dessus, il y a des couleurs qui se créent, qui apparaissent. Alors en fait, quand on appuie sur ce genre de matériaux, ça change les propriétés optiques. Et donc les couleurs que vous voyez sont directement liées aux forces qu'on applique sur cet objet. Donc plus c'est coloré, plus il y a de force et plus il y a de déformation. Alors ensuite, vous allez voir, on voit très bien ce qui se passe. Donc c'est un moyen pour aller mesurer les forces et les déformations qui existent dans un matériau. Donc là, on va faire l'expérience suivante. On va appuyer sur un ensemble de grains. Alors on va stopper ici, par exemple. Voilà, là c'est pas mal. Alors on stoppe ici. Alors vous voyez que quand vous appuyez sur un tas de grains comme ça marche aussi dans les ciments, par exemple, ou le sable, vous voyez qu'il n'y a que quelques objets qui sont connectés entre eux. Par exemple, là, c'est tout noir, ça veut dire qu'il n'y a aucune force qui s'applique. Vous pourriez prendre le disque avec votre doigt, puis l'enlever sans que rien ne se passe. Et puis, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des chaînes de force, des chemins qui ressemblent un petit peu à ce que je vous ai montré au début. Et vous voyez que là, ça va aller sur les parois du récipient dans lequel il y a les grains. Donc ça, c'est ce qui va permettre aux grains de tenir dans le récipient. Oh, mince, je me suis trompé de... Excusez-moi. Voilà. Alors on va continuer, puis vous allez voir un peu l'ensemble de ces chaînes de force. On appelle ça des chaînes de force, des chaînes de contact. Vous voyez, quand on bouge un petit peu le système qui fait l'appui, on change les lignes de force. Voilà. Voilà, donc vous voyez tous ces petits points de contact, et ici encore, vous avez des grains qui sont quasiment noirs. Encore une fois, ils touchent très très peu. Et vous voyez ici, l'idée c'est de vous montrer que votre système de grains ici, il tient, il y a une cohésion, un peu comme un solide, que grâce à seulement quelques points de contact. Et c'est ce que je vous illustrer ici, c'est ce phénomène de connectivité. Vous voyez que pour qu'un objet change d'état, ses propriétés changent, il suffit que les éléments constitutifs élémentaires qu'il contient soient un tout petit peu connectés entre eux, mais qu'il y en ait suffisamment, et là, ça change complètement ses propriétés. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous dire sur cette diapo. Alors, on va regarder comment on peut décrire tout ça physiquement avec une théorie qui s'appelle la percolation. Alors, pour vous la faire comprendre, c'est assez simple. Percolation, ça vient à la même origine que le percolateur dans lequel on va faire passer de l'eau sous pression pour extraire la saveur du marc de café. C'est exactement ça. D'ailleurs, vous allez comprendre ensuite avec des exemples qui vont suivre que c'est totalement relié. Donc, imaginez ici un relief. Et sur ce relief, vous prenez deux points A et B. Et vous cherchez à vous dire comment je passe de A à B sans me mouiller les pieds si je mets de l'eau dans le relief. Donc là, on voit que c'est facile. Il y a plein de chemins qui permettent de passer de A à B. Pas d'eau. C'est pas compliqué du tout. Et là, je remplis à 50%. Alors, vous voyez, quand je remplis à 50%, je crée plein d'îlots qui vont former un archipel. Mais déjà ici, j'ai aucun moyen de passer de A à B sans me mouiller les pieds. Puis si on remplit encore, alors là, il n'y a plus que quelques îlots émergents. Et donc là, on voit bien qu'il y a de l'eau partout. Et en fait, quand on passe de cette situation-là à cette situation-là, on montre qu'à un moment donné, il y a un niveau d'eau qui, si on est juste en dessous du niveau d'eau, on va pouvoir
passer à sec de A à B, puis juste au-dessus du niveau d'eau, on ne pourra plus passer de A à B sans se mouiller les pieds. Alors en fait, ça se calcule mathématiquement. Vous prenez l'ensemble des chemins pour un taux de remplissage du relief donné. Vous prenez l'ensemble des chemins qui vous mènent de A à B. Et le chemin critique, c'est le chemin pour lequel le point le plus bas est situé à la hauteur la plus élevée. Ça se démontre mathématiquement. Et ça se produit à un niveau de remplissage extrêmement précis. Voilà. Et donc, cette théorie-là, ça s'appelle la théorie de la percolation. Et je vais vous présenter ici un exemple qui nous agite pas mal quand même en ce moment, qui est le problème du réchauffement climatique. Donc ici, vous avez des images qui sont faites par simulation numérique. Alors, comment sont faites ces images ? Eh bien, on fait des relevés topographiques de la surface de la Terre. Et chaque point de la surface de la Terre est repéré par ses coordonnées, puis on porte la hauteur en fonction de la position. Et puis ensuite, ce que les gens font par calcul, c'est qu'ils regardent le niveau d'immersion des continents ou d'émersion des continents en fonction du niveau de la mer par rapport à la référence actuelle. Donc la référence actuelle, c'est ça, c'est H égale 0. Et vous voyez que chaque couleur en fait représente des zones dans lesquelles vous pouvez vous balader sans vous mouiller les pieds. Donc voilà, donc ça fait différents îles continents, différents îlots, etc. Donc là vous avez ce qui se passe à H égale moins 80, donc moins 80 mètres en dessous du niveau de la mer actuelle. Alors vous voyez que c'est intéressant, vous avez un super continent bleu, donc vous pouvez passer de la Patagonie jusqu'au cap de Bonne-Espérance sans vous mouiller les pieds. Voilà. OK. Et puis, plus 100. Alors, plus 100 mètres, c'est beaucoup par rapport à notre niveau actuel. Alors, vous voyez que la France est assez bouffée, l'Amérique du Sud également. Vous voyez que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord sont déconnectées, elles n'ont pas la même couleur. Et donc, les couleurs vous renseignent sur les endroits qui sont encore connectés entre eux. Donc le continent, on va dire, eurasiatique ici, vous voyez, est très morcelé. La Norvège, Finlande s'est détachée de la Russie. Donc vous voyez, géopolitiquement, ça peut avoir des influences. Voilà. L'Afrique s'est détachée de l'Asie mineure. Voilà. Donc ça, c'est du calcul numérique, mais c'est très facile à faire. Alors quand on fait ça, on peut s'amuser à calculer l'étendue de la surface d'eau la plus grande en fonction de la hauteur, du niveau d'eau qu'on va mettre. Voilà. Donc 0, c'est ici en ce moment. Alors grosso modo, l'échelle moins 8000 plus 8000, c'est à peu près, pas tout à fait, mais la fosse des Mariannes, c'est moins 11000, le point le plus bas de la Terre, et le point le plus haut, c'est l'Everest, à peu près 8000. Donc là, on fait juste moins 8000 plus 8000. Et on voit par exemple ici qu'il y a une montée brutale de cette surface relative, de l'eau, la partie immergée la plus étendue, quand on arrive à peu près à une hauteur critique de moins 3640 mètres. Vous voyez, nous, après, on est là, ici. Donc, vous voyez, si on bouge, alors la transition est beaucoup moins brutale qu'ici, mais il y a quand même une transition assez rapide. Et puis, on peut faire la même chose pour, cette fois-ci, la taille du plus grand continent. Alors, vous voyez que la transition, malheureusement, vous avez vu où elle est. Nous, on est là. Donc, la transition, elle est juste là. Et donc, ça veut dire que, c'est pour ça, quand tout à l'heure, je parlais de point de bascule, on n'est pas tout à fait au bon endroit en ce moment. C'est-à-dire que, vous voyez, la référence actuelle, elle est là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la surface relative de la plus grande Terre va fortement diminuer. Donc, à un moment donné, ça commence à bouffer les terres émergées. Donc, c'est pour ça que souvent, on parle de point de bascule, parce que là, on comprend bien le point de bascule. Vous voyez, vous vous déplacez un tout petit peu de quelques mètres d'un côté ou d'un autre. On a l'impression que 2-3 mètres ou 5 mètres de montée du niveau des eaux, c'est pas grand-chose. Si, c'est beaucoup. Vous le voyez ici quand vous relevez ce graphique. Donc, au lieu d'être à peu près, à je sais pas combien, 30% de terre immergée, on peut passer à 10-15% de terre immergée. Voilà. Donc, c'est un bon moyen de comprendre l'effet directement du réchauffement climatique.
Alors ensuite, les chercheurs qui travaillent sur ce sujet font quelque chose d'intéressant. C'est justement pour vous montrer qu'on peut modéliser ça par cette fameuse théorie de la percolation. Donc ils mesurent la taille relative du plus grand océan par rapport à la surface de la Terre de deux façons différentes. Donc ils prennent toutes leurs données topographiques de mesure de la surface et ils les classent du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Et puis ensuite, ils vont associer à ces hauteurs un nombre, et ensuite ils vont mettre sur la map monde ces points par ordre croissant de hauteur. Voilà. Et donc ici, vous avez à nouveau un seuil important qui vous montre que vous passez de quelques lacs ou grandes mers un peu fermées à de plus grands océans pour un seuil qui est à peu près de 30%. Et puis, ensuite, ils font quelque chose d'autre qui est assez remarquable, c'est-à-dire qu'au lieu, on a toujours nos hauteurs, voilà, mais au lieu de les répartir sur la surface de la Terre de manière croissante et ordonnée, dans un ordre bien précis, ils utilisent des tas de fonctions aléatoires pour les poser sur la surface de la Terre. Et ils s'aperçoivent que, quelle que soit la façon dont il faut poser les points sur la surface de la Terre, eh bien, il y a toujours un effet de seuil ici, c'est-à-dire qu'au départ, la taille relative du plus grand océan est assez faible, et puis d'un coup, elle se met à monter brutalement. Et donc ça, c'est typique de cette fameuse théorie de la percolation, parce que là, vous voyez que, alors c'est une expérience complètement virtuelle, c'est juste pour prouver que la théorie peut marcher. Vous voyez que quelle que soit la façon dont vous allez répartir vos points sur la surface de la Terre, évidemment qu'il n'y a rien à voir avec le relief actuel de la Terre, eh ben vous allez toujours avoir le seuil au même endroit. Et donc ça, c'est remarquable, parce que ça veut dire que la vitesse à laquelle va croître cette surface du plus grand océan n'a strictement rien à voir avec la façon dont les terres sont positionnées sur la surface du globe. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement étonnant, absolument pas intuitif, et qui montre qu'on peut utiliser cette fameuse théorie de la percolation pour pouvoir modéliser la montée des eaux et prédire un certain nombre de phénomènes. Et vous pouvez faire la même chose avec la taille du plus grand continent et vous apercevez que le seuil est exactement au même endroit. Alors attention, n'essayez pas de relier ça à quelque chose de physique, c'est simplement une modélisation pour prouver que quelle que soit la façon dont on va placer les points sur la Terre, on va toujours trouver, en fonction du nombre de points qu'on a placés sur la Terre, de points terrestres ou de points d'eau qu'on a placés sur la Terre, on va toujours trouver une transition brutale exactement au même endroit. Alors cette théorie, voilà, ça s'appelle la percolation. Alors je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. Vous avez ce qu'on appelle un paramètre d'ordre. Donc tout à l'heure, on a vu que ça pouvait être la masse volumique, ça pouvait être l'aimantation d'un matériau, ça peut être la surface la plus grande immergée à la surface de la Terre, ou au contraire l'océan le plus grand. Et vous voyez qu'à un moment donné, pour un paramètre donné, vous avez un effet de seuil brutal qui fait que vous passez de quelque chose ici d'un paramètre quasi nul à un paramètre qui monte brutalement. Et j'aurais pas beaucoup de lois mathématiques, mais juste ici, on est capable de montrer que ce paramètre, il varie toujours selon la même loi en fonction de l'axe que vous avez ici, de la grandeur que vous avez ici, d'une probabilité P. Et cet exposant-là, il est universel. C'est-à-dire que vous pouvez parler d'aimantation, vous pouvez parler de gélification, vous pouvez parler de conductivité électrique. Ce paramètre-là marchera toujours. Alors pourquoi il marche toujours ? Eh bien parce que quand on regarde les phénomènes dont je vous ai parlé de percolation, ou, vous voyez, par exemple ici, on pourrait imaginer que les points jaunes sont des points terrestres et les points bleus sont des points d'eau. Quand vous regardez une structure comme ça, d'un archipel, ou d'un continent, ou d'une myriade de lacs, et que vous regardez l'ensemble de ces particules, ici vous prenez un carré, vous zoomez à l'intérieur, voilà. Vous avez ce carré qui est ici, vous voyez, vous avez un ensemble de grains jaunes qui est ici, avec des points bleus. Vous zoomez dans le point bleu, dans le carré bleu, pardon. Et là, si je vous demande de faire la différence entre le carré qui est ici et le carré qui est précédent, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous voyez pas de différence apparente. Puis je continue à grossir. Voilà,
Si je vous présente le premier carré et celui-ci, vous êtes incapable de savoir que vous avez augmenté le grossissement. Ben ça, c'est un phénomène qui est connu depuis peu, qui a été mis en évidence par un mathématicien français qui s'appelle Mandelbrot. C'est le phénomène de fractal. Et c'est ce caractère géométrique-là qui vous permet d'avoir ces exposants universels et de pouvoir les calculer pour n'importe quel phénomène physique. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que cette théorie de la percolation, c'est des matheux qui l'ont trouvée sans avoir absolument aucune idée que ça pouvait s'appliquer. C'est juste un problème de géométrie en maths. Et il se trouve ensuite que cette théorie-là, vous pouvez l'appliquer à des vrais phénomènes physiques et que vous pouvez prédire ces effets de seuil. Donc c'est extrêmement intéressant. Puis je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure de comment ça marche, notamment sur la propagation d'une épidémie. Alors je ne sais pas où j'en suis. Moi, ça va. Alors voilà ce que cette théorie peut modéliser. Donc plein de choses. Le comportement mécanique de matériaux très compliqués comme les sols, milieux granulaires, comme les matériaux composites qui sont de plus en plus utilisés dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie automobile pour des questions d'allègement des véhicules, même si on vient les alourdir avec des batteries. La contagion d'une maladie, donc on verra un exemple sur la propagation de l'épidémie du Covid. L'écoulement dans un milieu poreux, alors ça c'est typiquement le problème de fabriquer son café tous les matins. Voilà, on vient tirer de l'eau sous pression dans le bar de café, donc il faut arriver à ce que l'eau pénètre à l'intérieur de tout le volume du mar. La conductance ou la conductivité ou la résistance des matériaux, la gélification on l'a vu, la vulcanisation dans les pneumatiques. Et les phénomènes physiques qu'on modélise, eh bien, ils sont ici, par exemple, dans les matériaux composites, comment se propagent les efforts. Dans une épidémie, comment se propage l'épidémie. Dans un écoulement poreux, comment un liquide est capable de mouiller complètement un milieu poreux. Ici, comment on passe du caractère isolant au caractère conducteur, etc., etc. Alors, un premier exemple, l'écoulement milieu poreux, c'est un problème qui est extrêmement important dans l'irrigation des sols, par exemple, ou également dans un phénomène qui est connu, qui s'appelle le phénomène de liquéfaction des sols quand vous avez des tremblements de terre, donc à un moment donné, ou des glissements, ça donne lieu à des glissements de terrain, donc les immeubles glissent, il n'y a plus de fondation qui tient et tout est emporté. Les gens n'aiment pas trop en parler, mais on en utilise encore beaucoup. Toute l'extraction pétrolière, par exemple. L'extraction pétrolière est basée sur le phénomène suivant. Vous avez des roches dans lesquelles vous avez de l'huile, pour faire simple, et vous l'éjectez avec quoi? Avec de l'eau. Alors, comme l'eau n'aime pas l'huile, tout le problème, c'est de gérer l'interface qui est ici, et on le gère par les produits qu'on va mettre dans l'eau, qui vont permettre de pousser l'huile, l'éjecter hors du gisement pétrolier. Donc ici, vous avez une petite simulation numérique où pour, essayer de modéliser un milieu poreux, on va prendre des pores de taille aléatoire, variable. En rouge, c'est les pores qui contiennent l'huile, et puis en bleu, c'est l'eau qu'on injecte. Donc on injecte cette eau avec une certaine pression. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Darcy, qui est un Dijonais, qui a travaillé sur l'adduction d'eau dans les villes et qui a notamment établi cette loi. Et donc on vient pousser le liquide, et le liquide est poussé par deux pressions, la pression d'injection, et puis le fait que localement ici, vous avez ce qu'on appelle une pression capillaire, une force capillaire, qui peut être très très forte si le pore est petit. Alors, pour vous persuader que la force capillaire, c'est quelque chose d'important, prenez un morceau de sucre, vous le cassez. Quand vous le cassez, ça vous demande quand même un certain effort. Mettez ce même morceau de sucre dans votre café, il va se dissoudre, tous les grains vont se désolidariser les uns des autres, uniquement à cause des forces capillaires. Donc, vous voyez, les forces capillaires, ça peut être assez costaud. Vous aussi, vous faites encore parfois votre vaisselle à la main. Si vous lavez des verres dans une bassine, des fois les verres s'emboîtent les uns des autres, avec un film d'eau entre les deux, vous avez un mal fou à les désolidariser. C'est à cause des forces capillaires. Donc ces forces capillaires, elles vont aider à extraire le pétrole du gisement. Et elles sont d'autant plus fortes que le diamètre du pore est petit. Alors voilà ce qui se passe. Donc on injecte l'eau dans le milieu poreux. Et puis là, on s'aperçoit qu'à un moment donné, voyez, l'eau qui est en bas est passée en haut, et on va laisser des poches
rouges, hein, donc, dans lesquels l'eau n'a pas pu pénétrer. Hein, donc ça, c'est un problème, hein, pour les pétroliers qui essayent d'extraire du pétrole, parce que ça se produit dans les gisements, et typiquement un gisement, vous ne pouvez pas l'exploiter à peu près à plus de 30 à 50% de ce qu'il contient, essentiellement pour cette raison-là. Parce qu'il y a des zones qui ne seront jamais explorées par le fluide d'extraction, et donc vous ne pouvez pas extraire tout le pétrole d'un gisement. Alors c'est pour ça qu'en quelque sorte ici, vous voyez le phénomène dit de percolation, il se produit au moment où, à ce moment-là, vous voyez, on est capable de faire passer l'eau par un chemin continu ici, sans passer dans de nouveaux pores rouges. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène de percolation. Vous voyez qu'il faut fournir une certaine pression pour imbiber complètement le milieu. Et donc cette pression, désolé encore, hein, pour les axes qui foirent, cette pression, on regarde ici en abscisse comment la pression va saturer ou pas le milieu. Saturer, ça veut dire de quelle quantité je le remplis. Donc j'ai un milieu rempli d'huile et je regarde la quantité d'eau que je vais pouvoir mettre dans ce milieu poreux. Et là encore, vous voyez, la quantité d'eau qu'on va pouvoir mettre dans ce milieu poreux, eh bien, elle va augmenter brutalement à partir du moment où on atteint cette pression critique, ici, que les gens qui extraient du pétrole essayent de piloter en jouant sur la physico-chimie des liquides d'extraction qu'ils mettent dans les produits d'extraction. Et donc, le phénomène est bien décrit par un phénomène de percolation, et on peut montrer que la perméabilité à l'eau de ce milieu va varier selon une loi puissance de la pression, surpression capillaire qu'on va avoir au niveau des pores. Je vais maintenant vous parler d'élasticité de composite. Pareil, on va faire des choses très simples. Avant ça, je vais quand même vous expliquer ce que c'est que l'élasticité. Donc, vous avez tous entendu parler d'élastique. Un élastique, c'est un caoutchouc. Donc, un caoutchouc, c'est très élastique. On tire dessus, on peut étirer de 5 à 10 fois sa longueur, il va pas se casser. Hein. Et donc l'élasticité, c'est ça. Je prends toujours, je sais pas à qui est-ce, mais je prends le lainage ici, je tire dessus, puis vous voyez que si je relâche, il retrouve sa forme initiale. Et donc quand je fais ça, puis ça, en fait l'énergie que j'ai utilisée pour faire ça, je la récupère quand le lainage se rétracte. Donc l'élasticité, c'est un phénomène qui est totalement réversible et qui ne dissipe aucune énergie. Et pour faire simple, quand plus vous allongez votre ressort, plus la force que vous devez appliquer est importante. Alors après, quand on regarde exactement ce qu'il faut faire pour caractériser l'élasticité d'un matériau, alors si vous prenez par exemple une feuille de papier d'aluminium, elle est très facile à déformer, très souple. Okay, si vous prenez une règle en aluminium, c'est le même matériau, mais vous ne pouvez absolument pas la plier ou l'étirer avec vos mains. Alors qu'une feuille de papier d'aluminium, c'est très simple, vous y arrivez sans problème. Alors quelle est la différence entre une barre en aluminium ou une règle en aluminium et une feuille de papier d'aluminium? Dans une feuille de papier d'aluminium, il y a une dimension, l'épaisseur, qui est petite devant les deux autres, et dans une règle en aluminium, il y a seulement 2 dimensions qui est petite devant la troisième. Et donc ça change quoi? Ça change ce qu'on appelle la raideur du matériau. Donc vous voyez que si je veux qualifier si un matériau se déforme plus ou moins bien et plus facile à déformer, eh bien il faut que je trouve autre chose que la raideur du matériau, parce que la raideur du matériau, ça va dépendre de la forme. Alors les gens travaillent sur... On a travaillé depuis longtemps, un physicien qui a fait ça s'appelle Monsieur Young, qui est connu pour plein d'autres choses. Et bien ce physicien, il a introduit ce qu'on appelle un module Young. Alors c'est très simple, il dit la chose suivante: quand je tire sur 2 barreaux qui ont la même longueur, j'en mets un autre à côté qui a la même longueur, et bien avec la même force, je vais allonger ce barreau de 2 fois l'allongement que j'aurais eu si j'avais eu un seul barreau. Donc quand j'ai un barreau qui a une longueur qui est 2 fois la longueur L0, je dois l'allonger avec la même force, je l'allongerai d'un nombre qui va être 2 fois delta L. Donc j'en fais le rapport de ces 2 grandeurs, on s'aperçoit que la force, elle est proportionnelle au rapport de ces 2 grandeurs. Et puis on peut faire la même chose avec la section. Vous prenez un barreau qui a une section donnée, une poutre, vous en mettez une autre à côté, et vous essayez de tirer l'ensemble des 2 poutres accolées l'une à l'autre.
Si vous voulez l'allonger de la même grandeur qu'une poutre unique, vous allez être obligé d'appliquer 2 fois la force. Et donc, pour une poutre qui a une section double, vous allez être obligé d'appliquer une force double. Donc la force, elle est proportionnelle à la section. Si vous voulez vous muscler avec des extenseurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez vos 2 poignets, vous mettez un ressort, ça c'est facile. Vous mettez 2 ressorts, là ça commence à être dur. Vous mettez 3 ressorts, c'est 3 fois plus dur que s'il n'y en avait qu'un. Voilà. Et donc ça permet de définir 2 choses, 2 grandeurs qu'on utilise, qui sont la contrainte et la déformation. Donc la contrainte, c'est simplement la force par unité de surface. Et la déformation, c'est le rapport entre l'allongement de ma barre et sa longueur initiale. Et quand on fait ça, quand on divise la contrainte par la déformation, on trouve un paramètre qui s'appelle le module de Young. Et ce paramètre, il caractérise votre matériau. Voilà. Donc c'est vraiment ce paramètre-là qui caractérise l'élasticité d'un matériau. Donc c'est pas du tout la raideur, comme on prend un ressort, on tire dessus. Et ça, c'est vraiment intrinsèque au matériau. Si vous prenez de l'aluminium, du fer, un caoutchouc, chaque matériau a son module d'élasticité. Alors c'est une petite introduction, juste pour vous montrer ce qui se passe quand on travaille sur un matériau composite. On va prendre un matériau composite très simple, qui est constitué de 2 phases, un matériau A, un matériau B. Donc un matériau composite, c'est un mélange de 2 matériaux. Vous avez les composites à fibre de carbone, c'est un plastique qu'on mélange à des fibres. Donc ici, on prend une géométrie très simple. Vous voyez qu'on met des lames stratifiées, on met des lames oranges et des lames bleues. Et le matériau bleu, il n'a pas les mêmes propriétés que le matériau orange. Et puis on appuie là-dessus avec une force globale F. Et donc, évidemment, c'est comme quand on a des ressorts en parallèle, comme je vous montrais tout à l'heure, les forces qu'on va appliquer, la force totale, ça va être la somme de la force qu'on applique sur B plus la somme de la force qu'on applique sur A. Alors, quand on fait ce petit calcul, on montre que finalement, le module d'élasticité de notre matériau, c'est un mélange, c'est comme une loi de mélange. C'est la fraction de matériau A qui multiplie le module A, et puis 1 moins la fraction de matériau A qui multiplie le module de B. Et puis si maintenant on fait la même expérience, mais au lieu d'avoir une force qui s'applique dans la direction des strates, on va appliquer une force dans la direction perpendiculaire. Là, le problème, c'est que c'est plus les forces qui s'ajoutent, mais c'est les déformations, ou les écrasements de chacune des lattes orange et bleues successives. Et dans ce cas-là, ça change, vous voyez, la loi d'évolution du module d'élasticité, du module qui caractérise l'élasticité des matériaux, en fonction du module d'élasticité de chacun des 2 matériaux et de la quantité de chacun des 2 matériaux dans le mélange. C'est totalement différent. Donc on est en train de se rendre compte ici que les propriétés d'un matériau composite vont dépendre de la façon dont les matériaux sont organisés dans le composite. Donc on revient à cette notion d'organisation. Alors maintenant, on va regarder comment évolue cette élasticité en fonction de la quantité de matériau B qu'on met dans notre composite. Alors, vous voyez ici, je mets un ordre de grandeur de l'élasticité du matériau B par rapport à celle du matériau A. Donc le matériau A a une élasticité 10 fois plus petite que le matériau B. Donc ça se passerait si, par exemple, vous mettiez, je ne sais pas, un plastique mélangé avec un aluminium, par exemple. Et donc, on a nos 2 cas extrêmes qu'on a vus tout à l'heure, la loi de mélange classique et puis la loi de mélange des inverses. Et puis, entre les deux, on va trouver tout un tas de comportements différents en fonction des différentes situations. Soit on met des particules de matériau B dans du matériau A, ou inversement. Et donc, vous voyez que la courbe orange et la courbe grise, qui marquent ces 2 cas extrêmes, encadrent bien les valeurs des composites que je pourrais avoir, quelle que soit la façon dont le bleu et le orange sont organisés les uns par rapport aux autres. Alors, si maintenant, je m'intéresse à une autre... Pardon. Si maintenant je m'intéresse à une autre situation qui est exactement la même,
mais au lieu d'avoir un matériau A qui est 10 fois plus mou, si vous voulez, ou 10 fois moins rigide que le matériau B, ben le matériau A, il est 1 million de fois moins rigide que le matériau B. Donc c'est typiquement ce qui se passe quand des gens de chez Michelin, ils veulent formuler un pneu. Donc dans un pneu, vous avez, comme on l'a dit, du caoutchouc. Puis dans ce caoutchouc, si vous voulez que le pneu résiste, il faut rajouter des particules qui vont renforcer ce caoutchouc, c'est du carbone. Donc c'est à peu près l'écart de module que vous avez entre le module du caoutchouc et le module du carbone. Alors le formulateur de chez Michelin, il se dit, ben moi j'aimerais avoir que mon pneu ait une certaine élasticité, une certaine rigidité. Donc il se dit, ben, je regarde mes deux cas extrêmes. Alors le premier cas c'est là, et puis le deuxième il est là. Pourquoi? Ben, parce que le matériau A il est extrêmement mou. Donc autrement dit, vous voyez, l'intervalle de valeur dans lequel vous pouvez jouer, ça est tellement grand que ces deux modèles ne vous servent à rien. Et ils prédisent absolument pas la réalité. Alors si ensuite je mets, alors je ne sais plus lequel est, voilà, je mets du matériau A dans une matrice de matériau B, ben, voilà ce que ça va faire. Si maintenant on fait un modèle un petit peu plus compliqué, ici c'est le modèle en rose. Alors pour faire simple, vous avez une cible de rigidité moyenne et vous vous dites que dans cette, vous remplacez donc l'ensemble par un matériau de rigidité moyenne qui est la rigidité recherchée, et puis dedans vous mettez la même quantité de particules oranges et de particules bleues, et vous dites que la façon dont vont se déformer chacune des particules est strictement identique dans cette situation-là à ce que vous auriez dans cette situation-là. Et donc ça vous permet de donner une évolution de la rigidité en fonction de la quantité de matériau B que vous mettez. Et là, vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que vous faites apparaître cet effet de seuil. Donc on voit que tant que la concentration est plus petite que 30% en matériau B, le module de rigidité il est tout petit, et puis dès qu'on dépasse ces 30%, eh bien ça se met à monter d'un coup. Alors ça c'est intéressant parce que ce modèle qui est assez simple, et vous permet de prédire l'effet de seuil. En revanche, ce qui ne permet pas de prédire, c'est l'évolution de la rigidité quand on est très proche de ce seuil. Et ça, c'est justement la fameuse théorie de la percolation qui va vous permettre de le prédire. Et le module de rigidité au voisinage de ce seuil va évoluer comme l'écart de la concentration en matériau B par rapport au seuil critique. Donc vous voyez, la petite branche qui est ici, c'est pas du tout la droite qui est là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là vous prédit l'effet de seuil, mais la réalité est un petit peu différente. Le seuil se produit plus tôt, avec ensuite une évolution autour de ce seuil qui est très différente de celle que vous prédirait un modèle classique. Alors, une autre expérience, cette fois-ci, alors ça, c'est utile pour pouvoir, du coup, dimensionner des matériaux composites. Alors, il y a évidemment d'autres modélisations qui sont utilisées. Mais en tout cas, en première approximation, ça vous permet à peu près de prédire approximativement où vous allez vous situer en fonction de la quantité de particules que vous devrez mettre pour commencer à avoir un effet renforçant, quoi. Alors ici, une autre expérience aussi extrêmement intéressante, c'est une expérience qui a été faite il y a assez longtemps dans un laboratoire à Montpellier, qui consiste à utiliser un petit bocal comme ça, et dedans, vous mélangez des billes blanches et des billes grises. Alors, les billes grises sont en métal, elles sont conductrices, et les billes blanches, c'est des billes grises sur lesquelles on a mis une petite peinture isolante. Alors, on s'arrange pour que la peinture soit suffisamment mince, de telle sorte que le diamètre de la bille noire soit égal au diamètre de la bille blanche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met, comme je vous l'ai montré tout à l'heure quand je parlais de réchauffement climatique, on met les billes blanche et noire, de manière désordonnée, en fixant la quantité de billes conductrices. Donc 5% de billes conductrices, puis on met ça totalement au hasard. On n'essaye pas de les ranger, voilà, on fait ça de manière totalement aléatoire. Et donc, quand on fait ça, ce mélange-là, de manière aléatoire, puis qu'on augmente la concentration en billes conductrices, on s'aperçoit que la conductivité du système se met à croître brutalement dès qu'on atteint 25% de concentration en billes conductrices. Donc vous voyez, c'est ça. Alors ça paraît pas ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de billes blanches que de billes conductrices, mais en fait le chemin conducteur on le voit pas parce qu'il passe par l'intérieur.
Et donc là, vous avez vraiment ce phénomène percolant, c'est-à-dire que si vous étiez à 20%, eh bien, il n'y aurait pas de chemin continu et de connexion entre les billes conductrices. Et ici, à 25%, pile, vous avez ce chemin continu. C'est un petit peu comme les disques tout à l'heure que je vous présentais. Hein, vous appuyez dessus, puis à un moment donné, tac, vous avez un chemin de force qui va aller du haut vers le bas. Et bien là, c'est pareil. Hein. Donc là, on n'a absolument aucune idée, on n'imagine pas, en voyant ça, que ce système-là est conducteur. Donc le chemin, vous ne le voyez pas, hein, il est à l'intérieur. OK. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet ensemble de billes, vous avez toute une série de billes conductrices qui se touchent et qui permettent au courant de se passer. Donc en fait, après, vous n'avez pas besoin forcément d'en mettre plus. Hein, la conductivité, évidemment, va augmenter. Mais si vous voulez juste faire passer le signal électrique, vous avez juste besoin de mettre cette quantité. Et puis je vais terminer ici avec un modèle qui utilise directement la percolation pour la modélisation de la pandémie de Covid. Donc c'est un article très, très récent. Et donc on comprend bien qu'ici la percolation, ça va être important. Comment ça fonctionne une épidémie? Alors c'est une épidémie en plus intéressante par voie respiratoire. Donc c'est une épidémie, on l'a bien connue, qui se propage via les interactions sociales entre les gens. C'est pour ça qu'on a fait des confinements qui ont limité nos interactions avec les autres. Et donc, comment ça se passe, cette propagation d'épidémie? Eh bien, au départ, vous avez quelques cas infectés. Donc, vous voyez ici des cas infectés, mais qui sont relativement isolés les uns des autres. Donc là, ici, on s'aperçoit qu'on a des îlots d'infection, mais on ne forme pas ces fameux clusters qui vont s'agréger entre eux et qui vont faire que l'épidémie va se propager sur tout le territoire. Et puis ici, vous voyez qu'à un moment donné, il y a un seuil épidémique qui fait que cette fois-ci, vous avez une chaîne de propagation de l'épidémie. Et donc, cette fois-ci, les clusters s'agrègent entre eux et l'épidémie, le virus peut passer. Et là, c'est plus contrôlable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé ce seuil, si on ne prend pas de mesures, l'épidémie va se propager à l'ensemble de la population. Alors les gens qui sont ici, ils ont fait un modèle qui est extrêmement intéressant, un modèle de percolation. Et donc ils travaillent sur 3 dimensions de l'épidémie. D'une part, la densité des contacts sociaux que peuvent avoir les gens. Donc ça, c'est le nombre de personnes que vous connaissez globalement. Soit dans l'univers familial, soit dans l'univers professionnel, l'univers des amis, etc. Donc ça, c'est caractérisé par un nombre P, qui, si on se ramène à la percolation, est la probabilité d'occupation d'un site, mais c'est du détail. Et puis ensuite, il y a l'intensité des relations sociales. Donc, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous êtes connectés, certes, mais que vous voyez beaucoup? Et puis il y a des gens avec que vous connaissez, mais que vous voyez peu. Donc ce paramètre Q va traduire la probabilité d'interaction que vous allez avoir avec un individu. Et puis D, c'est la dimension du réseau, donc c'est ce qui va permettre de modéliser la complexité et la variété des relations que vous avez. Par exemple, ici, j'en parlerai pas, mais les auteurs utilisent ici la dimension 3 pour la propagation sur un territoire. On pourrait imaginer d'utiliser la dimension 4 si on veut regarder ce qui se passe entre plusieurs pays, par exemple, comment le virus va se propager entre plusieurs pays. Et donc, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on utilise ces 3 paramètres. Donc, je vous passe le détail, évidemment, des calculs qui sont derrière pour ajuster ces paramètres. Alors la densité de population, c'est quelque chose qui se maîtrise assez bien avec des études sociologiques. Donc il suffit de faire des études sociologiques assez poussées, de récupérer les données et de pouvoir, adapter le nombre P à la sociologie d'un territoire ou à la sociologie d'un pays. Le nombre Q est beaucoup plus difficile à prévoir, parce que par exemple, il va dépendre du fait que vous ayez des porteurs sains, donc des gens sains pas du tout infectés, des gens sains qui sont infectés, des gens qui sont contagieux, des gens qui sont vaccinés. Et donc le virus ne va pas se propager de la même façon pour ces individus. Et donc l'intensité de la relation sociale n'aura pas le même effet en fonction de la nature de l'individu et de la façon dont il est infecté ou pas.
Alors voilà ce que l'on observe. Donc ici, vous avez un petit graphe qui porte, grosso modo, le paramètre représentant l'intensité des relations en fonction de la densité des relations. Et puis ici, en bleu, c'est ce qu'on appelle le seuil de percolation, donc le seuil critique de propagation de l'épidémie, où si vous passez ce seuil, vous n'arrêtez plus l'épidémie. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur ce graphe qu'en effet, vous pouvez avoir beaucoup de relations, beaucoup de gens que vous connaissez, mais si vous ne les voyez pas, souvent ou peu, vous voyez que vous restez en dessous du seuil. Et puis, inverse, même chose, vous pouvez avoir peu de relations, mais si vous les voyez, par exemple ici, beaucoup, vous pouvez passer au-dessus du seuil. Donc ça, c'est intéressant, ça vous montre ce seuil de percolation qui varie en fonction de l'intensité des relations et de la quantité de relations que vous avez. Et puis là, vous voyez qu'on peut déplacer ce seuil grâce au taux de vaccination. Donc si on a seulement 25% de la population qui est vaccinée, on voit que le seuil bouge un peu, se décale un peu vers le haut et la gauche. 50% il se décale encore plus, et vous voyez qu'à 75%, on limite grandement le risque de propagation critique de l'épidémie. Et donc ici, les auteurs de cet article ont calculé ont calculé le taux de reproduction du virus. On a beaucoup parlé de ce facteur R pendant la pandémie. Et donc, vous avez en orange les données de Santé publique France et en gris les données calculées. Donc, vous avez ici sur les barres bleues, l'intervalle entre les barres bleues, 2 barres bleues consécutives, représente les diverses périodes de confinement qu'on a eues. Et donc, vous voyez que ça corrèle plutôt bien. Alors, pas exactement dans la forme, mais vous voyez qu'on retrouve les événements, pas forcément rares, mais les pics d'augmentation du taux de reproduction du virus. On les retrouve bien, ceux mesurés, on retrouve bien ceux qui sont mesurés grâce au modèle de percolation. Et puis, un autre point extrêmement intéressant, c'est le nombre d'hospitalisations qu'on peut avoir. Donc, les points, ce sont les données Santé publique France. Et puis, les courbes continues, ce sont les données du modèle de percolation. Là encore, l'incertitude est encore meilleure. Ça, c'est une donnée importante pour les gens responsables de la santé publique, parce que, évidemment, c'est un moyen objectif de mesurer la propagation du virus. Et puis l'autre point, c'est qu'évidemment, c'est comme ça qu'on sature les hôpitaux, et c'est ce qui nous a conduit, entre autres, à faire des périodes de confinement. Et donc, vous voyez que ce modèle de percolation décrit très très bien l'épidémie de la pandémie de Covid-19 qu'on a eu en 2020, 2021 et 2022. Et là, vous retrouvez les différents pics épidémiques. Alors, je les ai plus en tête exactement. Ça doit être le premier pic épidémique qu'on a eu avant le premier confinement. Ensuite, il y a eu un deuxième pic épidémique en octobre 2020 après le relâchement des vacances. Et puis ensuite, on doit avoir l'effet de différents variants, donc les fameux variants Delta, le variant Omicron, où là, on s'était aperçu d'ailleurs que la vaccination ne durait qu'un certain temps et n'était pas forcément toujours adaptée au type de variant, et donc ce qui a conduit à une remontée vers 2021-2022 du pic d'hospitalisation et donc du pic de contamination. Voilà, je crois que j'ai terminé, donc à peu près dans le timing que j'avais prévu. Alors, encore une fois, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les petits bugs, les films, ça fait un peu de pause dans le discours. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, vous voyez, au travers de ces différents exemples, c'est ces fameux points de bascule, ces points de transition critiques entre des situations ordonnées et désordonnées, ou si vous préférez un autre langage, des situations stables ou instables. Et on voit que dans plein de domaines, que ce soit celui du comportement des matériaux, celui de la propagation d'une épidémie, celui de l'écoulement dans un milieu poreux, celui de la conductivité des matériaux,
eh bien, on voit qu'on peut calquer ce modèle mathématique. Alors après, bien sûr, pour l'appliquer, ça demande quand même un certain nombre de connaissances. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'uniquement à partir de la description de la géométrie d'un réseau, d'un ensemble d'objets qui sont connectés entre eux, on peut remonter à le taux de reproduction d'un virus dans une épidémie, on peut remonter à la rigidité d'un matériau, tout ça en utilisant uniquement des paramètres qui sont prédits par une théorie mathématique et qui, encore une fois, je le rappelle, ceux qui l'ont inventé n'avaient aucune intention de modéliser quoi que ce soit de physique. Et ensuite, ça a été repris par les physiciens et on s'est aperçu qu'un certain nombre de situations physiques était tout à fait modélisable par cette théorie mathématique. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait vraiment aujourd'hui de vous présenter, c'est ce fameux point de bascule, ce point de passage critique qui permet de passer d'un état ordonné à un état désordonné. Et ça conditionne pas mal de systèmes dans notre vie quotidienne et puis sur la vie de la planète également. Je vous remercie pour votre attention et donc je suis ouvert à vos questions. Si, ça marche. Merci beaucoup pour la présentation. Il faut parler très proche du micro, je pense. Ça marche pas? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des limitations qui proviennent sur les prévisions de la puissance de calcul? Est-ce que la théorie mathématique... Pour ce que je vous ai montré ici, non. Alors, le calcul le plus important, je pense que c'est pour l'épidémie de Covid. Chaque point représente quand même 30 minutes de calcul. C'est pas énorme. 30 minutes de calcul sur un ordinateur portable, c'est pas énorme. Voilà. Ceci dit, la puissance de calcul, maintenant, c'est vrai que pour certains, on parle d'IA par exemple, là, ça demande beaucoup de puissance de calcul, mais pour beaucoup de modèles, beaucoup de modèles actuellement demandent des puissances de calcul relativement limitées, et les gens font en sorte de faire des algorithmes qui consomment le moins de temps possible. Mais il y a des situations où on ne peut pas faire autrement. On est obligé de consommer du temps calcul. Mais pour ça, non, c'est pas compliqué, parce que les lois qu'on a modélisées sont simples, finalement, et on va dire la théorie mathématique qui est derrière est pas très très compliquée à modéliser. En revanche, ce qui est plus subtil, par exemple, je donnais le cas de l'épidémie, c'est l'ajustement des paramètres vis-à-vis d'une situation épidémique donnée. Donc ça, c'est plus complexe. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait certaines données certains paramètres qu'on pouvait déduire de données sociologiques, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas déduire de données sociologiques. Ça veut dire qu'il faut un ajustement des paramètres préalables à des situations antérieures. Et donc c'est en faisant ces ajustements à des situations antérieures qu'on essaye de prédire ce qui va se passer après. Bonsoir monsieur, merci Bonsoir. beaucoup. Il y a quelque chose que j'ai pas forcément très bien compris, c'était par rapport justement à cette percolation. Oui. Donc, arrêtez-moi si je me trompe. Donc, j'ai compris qu'il y avait un certain pic qu'il ne fallait pas dans certains cas dépasser, sinon on ne pouvait plus maîtriser les événements qui allaient suivre. Alors, pour l'épidémie, oui, eh bien, en effet, en général, alors ça dépend des phénomènes, évidemment. Il y a des fois, on recherche cette transition pour, par exemple, rendre un matériau isolant conducteur. Mais en effet, si on parle de réchauffement climatique, par exemple, on sait que là, ça va être compliqué, quoi. Parce que là, on voit que ça transite brutalement, et brutalement, les choses changent. Eh bien, justement, ma question portait sur ça, c'est que je voulais savoir si, mathématiquement, au bout d'un certain moment, une fois qu'on a passé ce pic, est-ce que la courbe n'est plus exponentielle, mais tend à justement s'atténuer ? Oui, alors,
en fait, après, c'est une courbe qui va atteindre une asymptote. Hein. Alors, il y a si on rentre dans le détail de la théorie de la percolation, le fameux paramètre d'ordre que je vous présentais, lui, va saturer à une certaine valeur, qui est une valeur max. En revanche, il y a ce qu'on appelle d'autres paramètres dans la théorie qui sont ce qu'on appelle des longueurs de corrélation. Donc, par exemple, j'évoquais tout à l'heure le fer. Hein. Imaginons que le fer, s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, ils vont me tirer dessus, mais le fer, les atomes, c'est des petites aiguilles de boussole qui s'orientent dans le champ magnétique. Bon, vous prenez deux petites aiguilles de boussole comme ça. Si je bouge celle-ci et celle-ci, si elles sont trop loin, si je bouge celle-ci, ça va avoir aucune influence sur celle-ci. Si je les rapproche, si je change l'orientation de ma petite aiguille, je bouge ça, l'autre va se tourner dans l'autre sens. Et quand on atteint le seuil de percolation, il y a un moment donné où si je bouge n'importe quelle aiguille, je vais faire bouger n'importe quelle autre aiguille dans le volume. C'est-à-dire que le comportement d'un élément va influencer le comportement d'un autre élément qui va être une distance infinie et très très lointaine de ce premier élément. Donc ça, c'est un truc qui diverge, par exemple. C'est une longueur qui diverge. Et c'est ce qui explique que tous les événements sont corrélés entre eux. Et donc, cette corrélation-là, elle est marquée par ce qu'on appelle une longueur de corrélation. Et cette longueur de corrélation, au moment où on atteint ce seuil, devient infiniment grande. Et donc, tous les événements qui se produisent sont corrélés entre eux, sont connectés entre eux. Donc là, c'est là que ça devient un petit peu ennuyeux. Ou ça peut devenir ennuyeux, ça dépend du phénomène qu'on regarde. Justement, si on fait une comparaison avec le Covid et le réchauffement climatique, je crois avoir compris votre dernier exemple, mais je ne suis pas entièrement sûre. Oui. Mais est-ce que ces corrélations, la corrélation entre les actions qu'on peut avoir, par exemple là, dans le cas du Covid, on a un pic. Est-ce que le fait qu'on restreigne drastiquement nos actions sont justement ces facteurs de corrélation ? Ça a des effets, oui, directs. Et dans le cas, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui. Et dans le cas du réchauffement climatique, vous avez dit qu'on allait passer un seuil. Est-ce que si on arrêtait dans un imaginaire plus ou moins proche, si on arrêtait drastiquement toutes nos actions qui sont climaticides, oui, je ne sais pas comment on peut dire ça. Le problème, c'est que malheureusement, il y a le phénomène d'inertie du fait que vous avez de toute façon le CO2 actuel qui est dans l'atmosphère et que même si on arrête tout, le temps d'évacuer tout le CO2 qu'on a stocké dans l'atmosphère, le réchauffement climatique il va continuer, des effets d'inertie. Sur une épidémie, c'est différent. La vaccination, elle a un effet, je dirais pas quasi immédiat, mais au bout de quelques jours ou quelques semaines, si on vaccine totalement la population, on a tout de suite un effet direct sur l'épidémie. Après, ce qui vient jouer, c'est pas en soi tellement la théorie de la percolation, elle va prévoir cet effet de seuil et à un moment donné, quelque chose qui va basculer. En revanche, elle n'est pas forcément capable de prédire derrière comment on peut éviter ce seuil, si vous voulez. Et là, les effets de seuil, pour le coup, où le point de bascule va vraiment dépendre de la physique du phénomène. Ce que la théorie de la percolation est capable de vous prédire, c'est le moment où va se produire le seuil et comment une certaine grandeur va varier au voisinage du seuil. Voilà, c'est tout ce qu'elle est capable de vous prédire. En revanche, nous, sur le réchauffement climatique, c'est pour ça que c'est compliqué et que ça nécessite une action collective parce que non seulement il faudrait moins produire de CO2, mais il faudrait aussi pouvoir extraire ou enlever le CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, donc, qui est présent dans l'atmosphère. Et donc celui-ci, c'est compliqué. Et merci beaucoup, mais du coup, pour faire la boucle avec ma première question, j'ai aucune notion du temps qu'il faudrait pour que cette courbe, après ce pic de percolation, revienne à une certaine normale. Alors, ce serait pas à l'échelle humaine, j'imagine. Donc, là, encore une fois, on sort un peu du cadre de la théorie, qui peut pas aller jusque-là. La théorie vous prédit que c'est réversible. C'est-à-dire, mais c'est théorique. Si on parle de problème de réchauffement climatique, je pense que, moi je ne suis pas spécialiste de climatologie ou de choses comme ça, mais je pense que là on est confronté à un vrai problème que la physique, que la mathématique peut décrire, mais on décrit une toute petite partie,
Mais le reste, voilà, c'est des phénomènes avec des inerties et des temps tellement longs, puis en plus avec des choses corrélées entre elles, mais on ne sait pas encore exactement. Hein, on ne sait pas comment tout se corrèle sur le climat de la Terre. Donc là, le problème, il est entier. Là, pour le coup, il sort du domaine de la percolation et on rentre dans un problème complexe de simulation physique, de comportement social, de géopolitique, etc. quoi. Voilà. C'est dommage, hein, mais malheureusement, là, on arrive aux limites de ce que peut faire une théorie. Enfin, en tout cas, cette théorie-là. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au niveau du prédictif, justement, je pense que les données de Santé publique France ont été analysées après, oui, pour qu'on prédise avant. Est-ce qu'on peut penser que, au-delà du seuil, mettons, qui pourrait être universel, les paramètres de connectivité ou d'interaction, etc., pourraient être le même pour une épidémie future? Alors, pas forcément les mêmes, ça dépend du type d'épidémie. Donc ça sera peut-être pas forcément les mêmes valeurs, mais si c'est une épidémie type Covid avec un virus respiratoire, oui, je pense que ça peut s'appliquer, mais ça va peut-être s'appliquer avec des paramètres un peu différents parce que la contagiosité va être plus forte. En principe, ce modèle-là, il va être bien adapté à un virus qui se développe par voie respiratoire. Si c'est d'autres épidémies, en tout cas, il faudra utiliser d'autres paramètres qui ne seront pas basés sur les interactions sociales entre les gens, mais si on pense à des épidémies qui passent par l'eau, par exemple, ça sera sûrement d'autres paramètres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'ils aient réussi à trouver les bons paramètres et à les introduire dans un modèle. On sait bien que le modèle, il n'est pas non plus totalement prédictif, parce que si on n'a pas toujours les données, on n'est pas forcément capable de tout prédire. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que ce modèle capte bien la nature de l'épidémie et, je dirais, la physique de l'épidémie, quoi. Alors, une deuxième remarque, par exemple, sur le changement climatique, ou en tout cas la montée des eaux. Oui, la montée des eaux, pour faire court, c'est juste la montée des eaux. Qui serait liée au réchauffement et pas forcément au changement, d'ailleurs. Tout le monde est d'accord sur le fait que le seuil est à 0,6 et que si on monte d'un mètre, c'est de la géométrie, quoi. Oui, c'est ça, c'est de la géométrie. Là où on diverge, c'est pour dire est-ce que ça va réellement monter ou pas, et de combien, et en combien de temps. C'est là que la polémique commence, je dirais. Parce et ça, est-ce que, à votre avis, on a avancé là-dessus ou Alors, encore une fois, là, c'est plutôt du domaine des gens qui font de la climatologie et des choses comme ça. Mais oui, moi, je pense que les prédictions de montée des eaux sont assez fiables, parce déjà, effectivement, on a des calculs de plus en plus sophistiqués qui permettent de prendre en compte de plus en plus de paramètres. Et donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Surtout, ce que je voulais vous montrer là, c'est que, comme justement, on est tout proche du seuil, c'est comme tout. Si on se décale un tout petit peu du seuil, tout d'un coup, pouf, c'est le problème des effets de seuil, hein, c'est que on décale un tout petit peu un paramètre, et puis, pouf, on passe de l'autre côté de la barrière, quoi. C'est ça ce qu'il faut alerter, c'est que même ça montera peut-être pas autant que ce qu'on peut imaginer, mais même si ça monte un peu, ça peut être critique. Merci. Enfin, critique, pas critique pour toute la population mondiale, mais tous ceux qui habitent près des côtes, par exemple, ou ceux qui sont en Polynésie ou dans les archipels du Pacifique, oui, c'est critique pour eux. Oui. Alors, nous avons une question à distance. Pour le réchauffement climatique, est-ce que la pente stable change de manière globale? Je pense en fait à l'effondrement de ce glacier sur un village. J'essaye d'être plus précis. Est-ce que l'angle des montagnes change à certaines températures ou bien à chaque fraction de degré? Alors en fait, ce qui se passe sur les avalanches ou les choses comme ça, ça peut être aussi un phénomène un peu critique. C'est qu'il y a un moment donné, en effet, la température fait que l'interaction entre les cristaux de neige ou une coulée de boue, par exemple, parce qu'il y a trop d'eau dans le sol, fait qu'on modifie cette interaction. Donc l'interaction n'est plus aussi forte
qu'elle devrait l'être, et donc l'avalanche ou la couche de neige ou le sol perd sa cohésion, et là ça coule tout seul. C'est lié à des effets de réchauffement, certains pour les avalanches. Pour les glissements de terrain, c'est simplement le fait qu'en effet maintenant on en a de plus en plus, parce que vous avez d'un coup énormément de flottes qui tombent au même endroit, et donc le sol est saturé. Comme je vous l'ai expliqué, quand le sol est saturé, vous allez pouvoir mettre de l'eau entre les grains, et pouf, ça va lubrifier les grains, et ça va couler. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ingénieurs ou de sciences dures ici. Je vous explique les choses je veux dire, avec les mains comme ça, pour vous faire comprendre ce qui se passe. Mais voilà. Et en effet, ça se produit pas d'un coup. Ça prévient pas, quoi. Mais on peut le prédire avec la physique, par exemple, ou même avec ce type de modèle. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Est-ce qu'il y aurait un certain intérêt de maintenir l'état de transition d'une forme à une autre forme d'un matériau Oui, il pourrait y avoir un intérêt, oui, en effet. Alors, je pense, oui, qu'il peut y avoir un intérêt. Comme je vous montrais tout à l'heure sur les aspects conducteurs, par exemple, si on veut rendre un matériau conducteur simplement conducteur, on n'a pas besoin d'aller très très loin au-dessus du seuil, il suffit de créer ce chemin et ça fonctionne. Donc oui, il y a des situations. Alors le problème de cet état-là, c'est que justement, si on fait fluctuer un petit peu autour de la valeur du paramètre qui va connecter les objets entre eux, ça diverge très très vite, justement. Donc c'est un état qui est difficile à maintenir parce qu'il est assez instable. Et est-ce que c'est justement cet état-là qui libère plus d'énergie ou pas ? Ça dépend peut-être des situations, mais je me posais la question. Alors ça, je ne saurais pas vous répondre, honnêtement. Je ne saurais pas vous dire. En quels termes vous voulez... quand vous dites ça va dissiper plus d'énergie, je ne sais pas, vous pensez à un exemple particulier ou... Non, pas forcément, mais... Oui, non, je me dis seulement que si jamais il y a un changement d'état... Oui. Un mouvement des particules, oui. Et donc une libération d'énergie de par ce mouvement. Oui, oui. Donc c'était ça la logique que j'avais eue, mais je ne sais pas. Oui. Alors voilà, encore une fois, la difficulté, c'est que cet état-là, il est intrinsèquement instable, et donc effectivement, à ce moment-là, il se dissipe beaucoup plus d'énergie. Mais si vous continuez ensuite à augmenter la quantité d'éléments connectés ou non connectés, si on parle d'énergie électrique, vous aurez encore plus d'énergie électrique qui va passer dans le système. Mais théoriquement, oui, on peut... si je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, justement le côté électrique m'y fait penser, c'est-à-dire que quand vous êtes... je parlais tout à l'heure des billes isolantes et conductrices, une fois que vous avez créé ce premier chemin conducteur, en fait, derrière, la conductivité va augmenter essentiellement par le fait que vous aurez plus de chemins et plus de branches. Mais la majorité du courant va passer toujours par le même chemin. Un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'écoulement du milieu poreux. Une fois qu'on a injecté de l'eau dans un milieu poreux, l'eau ne pourra plus atteindre les autres parties parce qu'elle va passer par le même trajet. Alors dans le courant électrique, c'est un peu différent. Quand on va rajouter des billes conductrices, il y a d'autres branches conductrices qui vont se créer. Mais en fait, la majorité du signal va passer essentiellement au travers d'un seul chemin, qui est le premier chemin qui a été créé. Et ce chemin, d'ailleurs, il s'appelle le chemin percolant. Alors, une autre question à distance. En sciences des matériaux, est-ce que les expériences en microgravité donnent des résultats surprenants de votre point de vue, ou en centrifugeuse d'ailleurs ? Alors, en principe, je ne saurais pas trop dire, mais en centrifugeuse, en principe, sauf si vraiment on arrive en centrifugation, non, a priori, je pense qu'il n'y a pas d'influence. A priori, en microgravité, sûrement pas, puisque par exemple, vous avez
des tas d'éléments qu'on trouve sur Terre qui sont dans l'espace où il n'y a quasi pas de gravité. Hein. Donc, a priori, non, ça ne change pas les propriétés des matériaux. De mon point de vue. Hein, mais... enfin, en tout cas, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas disons, d'éléments qui viennent... par exemple, je parlais des paramètres qui caractérisent l'élasticité d'un matériau. Ceux-ci ne dépendent que de l'interaction entre les objets, entre les atomes, et là-dedans, la gravité n'intervient pas. C'est surtout les forces interatomiques qui interviennent. Eh bien, s'il n'y a pas de dernière question... Ah ben, pardon. Ah oui. Alors, avant de conclure la soirée, juste quelques mots pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le Chels a un diplôme interétablissement qui s'intitule « Grande transition, mesurer et comprendre pour agir ». Il s'agit d'une formation pluridisciplinaire en 1 an. Et nous avons un webinaire d'information qui est prévu pour le mardi 16 décembre, donc c'est à distance. Ça dure juste 30 minutes, c'est programmé de 13h15 à 13h45. Et si vous souhaitez y assister, il faut vous inscrire depuis le site du Chels et vous recevrez le lien pour assister au webinaire. Merci. Et bien juste, nous allons clôturer la soirée pour vous dire que la semaine prochaine, ce sera une conférence qui sera donnée par Lionel Zenner sur mettre de l'ordre dans le désordre naturel ou comment classer le vivant. Donc sur l'histoire un petit peu de la classification des êtres vivants de Aristote, je crois que ça commence à aujourd'hui. Encore merci à Denis Mazuillet pour cette super conférence. Oui. Merci à vous d'être venus. Rien à voir, mais j'ai trouvé une petite clé USB.